tous et bienvenue dans ce deuxième lecture de janvier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir méga con ? Alors j'imagine que oui. Moi en tout cas ça m'arrive très régulièrement. Voilà. J'essaye de pas en tirer de conclusions hâtives. Mais là ça va être l'épisode du lecture où il va absolument falloir que je commence en vous rappelant que vous ne regardez pas une émission de critique littéraire. Voilà. Si on regarde la définition de critique dans le dictionnaire, la définition qui nous intéresse en tout cas, nous avons examen raisonné des ouvrages de l'esprit et des productions artistiques, conduits d'après des critères variables qui s'achèvent par un jugement de valeur. Et non, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais ici. C'est pas ce dont il est question. On n'y est pas. Et je dirais même qu'il y a une différence fondamentale, même une opposition, j'ai envie de dire, diamétrale, entre le lecture et le concept même de critique, c'est la notion d'objectivité. Personnellement, je laisse la part belle, si vous voulez, à la subjectivité et je l'assume. Pourquoi ? Finalement, est-ce que ça en dit pas plus sur moi que sur le livre dont je parle ? Est-ce que c'est une émission qui parle de moi ? Non, bien sûr que non, c'est une émission qui parle de livres, évidemment. Mais, en ce qui concerne l'art, je pense que la recherche d'objectivité, bien qu'importante, est dangereuse. Attention, l'absence d'objectivité est tout aussi dangereuse, hein, soyons bien clairs. Pour être tout à fait clair. Trop de recherche d'objectivité conduit souvent au mépris. Voilà, il y a ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et si tu aimes ce qui n'est pas bon, tu as des goûts de chiottes, voilà, pour être explicite. Et pas assez d'objectivité, ça donne. Les gens sont beaucoup plus nombreux à apprécier Taylor Swift que Beethoven, donc Taylor Swift est une bien meilleure artiste que Beethoven. Et là, ça devient compliqué. J'ai rien contre Taylor Swift, j'avais juste besoin de quelqu'un de très populaire. Donc bref. Moi, ce que je propose dans cette émission, c'est mon expérience de lecture. Et vous voyez comment elle s'articule à votre éventuelle expérience. Voilà, vous savez comment ça marche. Pourquoi commencer cet épisode avec un aussi long rappel du concept de l'émission ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un prix Nobel de littérature que j'ai détesté et du livre de ma meilleure amie que j'ai adoré. Bien, donc, tâchons de démêler tout ça, hein, voilà, parce que l'intérêt de cette émission aussi, c'est qu'on essaie de parler, on essaie de comprendre, on essaie d'argumenter, mais bien sûr, tout de même. Donc, auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, traduction de Anne Rabinovitch. Troisième livre donc du club du lecture, vous-même vous le savez, et peut-être celui que j'ai le moins aimé jusqu'à maintenant. Et il y a Rage de Stephen King là-dedans. Mais là encore, ce qui me prouve que cette idée de club du lecture, elle était très bonne. Je me permets de dire ça parce que c'était pas la mienne à la base. C'est une idée de Camille. Et ce qui me fait dire ça, c'est que ce livre va me donner l'opportunité de vous raconter une chouette petite histoire, comme à chaque fois presque. Non, comme à chaque fois. Donc je vous rappelle, les membres du club du lecture, ce sont mes Plectrion de niveau 4 et plus sur Patreon, et que donc tous les mois, ou plus précisément 9 mois par an, ils et elles peuvent me suggérer des livres, et tous les mois, un livre est tiré au sort, parmi donc leurs propositions, et celles et ceux qui veulent, peuvent lire le livre avec moi, et on échange nos ressentis sur Discord, et c'est très sympa. Et donc, en décembre, c'est la proposition de Pico Books, bonjour, qui passe, le fameux Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. En plus, Pico Books, elle vient pratiquement d'arriver, sa première proposition, trop bien, elle a été libraire, beaucoup d'enthousiasme, quoi, de son côté en tout cas, et surtout, la certitude de conquérir le monde, enfin, en tout cas, conquérir le club du lecture. Donc non seulement elle a adoré ce livre, dans lequel elle va se replonger avec délice, mais en plus, c'est écrit par un prix Nobel de littérature. Quel magnifique mois ça va être! Et là, alors le club du lecture, c'est 22 membres à l'heure actuelle, voilà, dont une grosse moitié qui s'exprime peu, voire pas, sur Discord. Et on était tous et toutes un peu sidérés. Alors, je crois que je suis celui qui a le moins aimé, voilà. Mais les autres, la plupart des autres étaient aussi en mode... Je comprends pas. Vous remarquez que je vous ai pas encore parlé du contenu du livre, il y a une raison à ça, et rassurez-vous, j'y arrive bientôt. Je suis pas en train de gagner du temps, je suis vraiment... En fait... Je peux pas dire que le livre est nul en grande partie parce que je pense pas qu'il le soit. Il est très adéquatement écrit si vous voulez. Je peux pas dire que le style est particulièrement bon, mais il est loin d'être mauvais, ça c'est une certitude. C'est le genre de style, je lirais pas le roman pour le style quoi, personnellement. En lisant Margaret Atwood par exemple, je sais que j'aurais une espèce d'impertinence très intelligente. En lisant Stephen King, j'aurais des petites phrases chocs qui te clouent sur place. En lisant Agatha Christie, j'aurais une danse complice où un indice peut être caché dans chaque phrase. En lisant Alain Damasio, niveau style, lui, il se place là. En lisant Alain Damasio, j'aurais de la matière, quoi, si vous voulez, dans les mots, j'aurais des mots vivants. En lisant Ishiguro,
Rien ne s'est passé. Je suis désolé. Et rien ne s'est passé pour d'autres membres du club aussi. Alors, pour être honnête, il y a 2 membres du club qui ont commencé leur lecture plus tardivement et qui ont bien aimé. Mais les autres ont eu la même réaction que moi, à peu près. Je suis celui qui a le moins aimé toujours. Mais cette réaction, c'était en substance... qu'est-ce que je lis, quoi? Qu'est-ce que je lis? Alors, très peu de suspense. De quoi ça parle? Et... je me répète, j'essaie pas de gagner du temps, vous allez voir. Je vous explique pourquoi je n'ai pas encore parlé du contenu. Pico Books elle-même et d'autres critiques que j'ai lues après sur Goodreads notamment, m'ont dit ou ont écrit, il faut y aller en sachant le moins possible. Franchement, c'est le conseil moi que je donne pour découvrir Star Wars par exemple. Voilà, laisse-toi bouffer, découvre tout, c'est génial, te renseigne pas, plonge. Mais si je devais parler de Star Wars, je sais que je pourrais ou ne pourrais pas dire certaines choses, évidemment. Il y a des choses qu'il vaut mieux découvrir, on sait à quoi on pense, et des choses, ma foi, si on en parle, ça ne pourrait pas l'expérience de visionnage pour autant. Pour auprès de moi, toujours, en fait, je suis passé tellement à côté que je ne comprends pas ce conseil. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si incroyable à ne pas dévoiler? J'ai trouvé une métaphore qui fonctionne pas mal. C'est comme si j'étais face à une motte de terre, et que plein de gens me disent qu'elle est absolument géniale et qu'il faut surtout pas gâcher le suspense. Et donc peut-être je ferai une connerie en disant que c'est de la terre. J'en sais rien. J'ai pas compris. Donc pour celles et ceux qui veulent entièrement découvrir ce livre, passez au prochain timecode. Je sais rien, parce qu'il faut bien que j'en parle au bout d'un moment. Les autres, je vais vous parler du livre, je vais vous parler en vous spoilant, j'imagine. Là encore, je sais pas ce qui est un spoil ou pas, je sais pas qu'est-ce qui est... Je ne sais pas, donc si vous voulez pas savoir, timecode, voilà. Pour les autres, il faut bien qu'on en parle. Je vais vous parler du livre, à proprement parler. Je vous parle du contenu du livre. C'est l'histoire de Kat. A priori, ça spoil pas trop. Elle a grandi dans un orphelinat avec ses amis Ruth et Timmy, mais ça se passe dans une dystopie. Je crois, en toute bonne foi, je crois que c'est ça que les gens préfèrent qu'on spoil pas, que ça se passe dans une dystopie. Même si on le voit venir assez tôt. Parce qu'en plus, c'est une dystopie très très douce. Douce. Dans le club, Andrea Martini a d'ailleurs fait remarquer que le monde de près de moi toujours soulève des questionnements qu'on a aujourd'hui en pire. Donc vraiment, c'est une dystopie très 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 douce. Genre, dans un avenir prochain, l'humanité pourra se greffer son smartphone dans l'avant-bras. Voilà. Techniquement, c'est pas aujourd'hui, mais au niveau des idées, est-ce que ça change vraiment quelque chose, quoi, pour ton propos? Ouais, c'est pas Black Mirror, quoi. Black Mirror qui prend un problème de société et qui le multiplie par 10. Là, si vous voulez, ça prend un problème de société et ça le multiplie par 1,2, quoi. Et donc, ce problème de société, en l'occurrence, si j'ose dire, c'est que Kat, Ruth et Jimmy, et tous les autres enfants de l'orphelinat, sont des clones. Et ils ont été élevés, éduqués, dans l'optique de servir de banque d'organes vivantes à leur modèle original. Voilà. Et là, je pense que la réaction attendue, c'est « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» ou quelque chose dans ce goût-là. J'imagine. Et comme j'ai expliqué à Pico Books, moi, ma réaction, ça a été « D'accord. Et est-ce que les 3 amis s'évadent? Est-ce que l'un des clones est un modèle original interverti, peut-être? Est-ce que quelqu'un se rebelle? Et puis les autres se disent « Ah, quand même, et ils hésitent, enfin... est-ce que... J'en sais rien !» Non, rien. Il se passe rien. Pendant tout le livre. 400 pages. Il se passe rien. Franchement, je crois pas exagérer. Ou pas beaucoup. On suit Kat et son détachement de tout, son amitié avec Ruth et Timmy qui est tiède. Alors elle fait des trucs, hein, elle fait des trucs, je dis rien, mais elle fait des trucs, elle a perdu une cassette, elle fait des trucs. Et c'est peut-être aussi là le problème, c'est je m'en suis foutu de Kat depuis la première page, je m'en foutais, et elle a pas fait grand chose pour changer ça, la pauvre Kat. Alors bon, Pico Books m'a expliqué l'intérêt. Je vous parle beaucoup de Pico Books parce qu'elle m'a expliqué l'intérêt, et puis moi je pense que c'est intéressant pour vous. L'intérêt qu'elle y trouve, la force de l'émotion, si vous voulez, elle vient justement de cette insupportable absence de réaction des protagonistes. Le fait qu'ils soient en tel accord avec leur sort, qu'ils subissent, ils ont abandonné, quoi. Ils se laissent charcuter et ils acceptent ça. Ils acceptent que leur vie ne leur appartient pas. Et moi, j'étais en mode, d'accord, mais ça, c'est la proposition de départ, ça. Ça, c'est... Voilà, d'accord, ça. Et il se passe quelque chose. Parce que si, dès le départ, ils ont accepté leur sort, moi aussi, dès le départ, j'ai accepté leur sort. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Et qui va faire quelque chose à ce sujet? Personne et rien. Alors, ils ont bien une prof qui récupère leurs dessins pour prouver au monde qu'ils ont une âme, mais oui, ils ont une âme, oui, ce sont des gens. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'âme dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils racontent. Et pour être tout à fait honnête, j'ai abandonné ma lecture. J'arrivais plus à lire. Je n'arrivais plus à lire. Je pense que c'est depuis l'Assassin Royal, désolé pour les fans de l'Assassin Royal, je charge pas, c'est factuel, depuis l'Assassin Royal, ça a pété quelque chose chez moi. Cette espèce de discipline que j'arrivais à m'imposer, genre, tu peux pas parler du livre si tu n'as pas lu tout le livre. Là, non. Là, j'avais besoin d'éprouver du plaisir dans ma lecture. Je pouvais plus. D'une façon ou d'une autre, j'avais besoin de plaisir dans ma lecture. Si j'avais l'impression de perdre mon temps, je ne pouvais pas lire.
Mon esprit juste refusait de se focaliser sur la lecture. Je lisais, je pensais à autre chose. Donc voilà, j'ai laissé tomber avec la bénédiction de Pico Books, qui est tout à fait d'accord pour dire que faut éprouver du plaisir dans la lecture. Et ça me fait chier. Ça me fait chier en grande partie parce que c'est un livre du club du coin lecture. Et d'autre part, plusieurs membres du club ont réagi assez fort à l'avant-dernier chapitre, ou à l'avant-avant-dernier chapitre, enfin un des derniers chapitres. Et du coup, j'avais envie d'essayer de pousser jusqu'à ce chapitre-là. Mais on me l'a résumé, ce fameux chapitre. Je pense que j'ai bien fait d'arrêter. Le chapitre en question pose juste les questions éthiques et philosophiques, mais qui auraient dû être la trame quoi, de fond du roman, qui aurait dû être là pendant tout le roman. Apparemment, parce que je vous dis, je l'ai pas lu, ce chapitre-là. La réflexion, si vous voulez, aurait pu être un point de départ à une aventure passionnante, mais non, pas d'après moi. Je vais conclure avec une critique que j'ai lue sur Goodreads et qui me semble très pertinente. Imaginez le Seigneur des Anneaux, mais du point de vue de la tante de Sam Gamgee. Voilà. Donc, est-ce que je vous le recommande? Bah là, vous savez quoi, vous savez si ça a l'air de convenir à votre sensibilité, vous savez ce qui est susceptible de vous plaire dans cette lecture-là ou pas. Moi, je l'ai vraiment subi, pour être tout à fait honnête. J'avais l'impression de lire le journal intime d'une personne inintéressante dans un univers qui pourrait être hyper intéressant. Mais c'est écrit par un prix Nobel, c'est voilà... Pico Books pouvait suggérer n'importe quel livre et elle a choisi celui-là, en étant sûre et certaine que ça plairait à tout le monde, quoi. Donc bref, est-ce que je vous... Franchement, oui. Franchement, oui, c'est pas parce que je suis passé complètement à côté du roman qu'il faut que vous en fassiez autant. Donnez-lui une chance. Voyez si c'est votre truc. Voilà, voyez si c'est votre truc. Et donc, changement de vitesse brutale. On va passer de « j'ai pas aimé mais ça veut pas dire grand-chose » à « j'ai adoré mais ça veut pas dire grand-chose ». En fait, si, ça veut dire grand-chose. Je tiens le livre à l'envers, ça c'est génial. Après, je suis pas aveuglé non plus, je peux être critique de mes proches. Demandez à Jérémy le nombre de fois que je l'ai envoyé chier, lui et ses idées de merde. Mais l'avantage, c'est que quand je dis du bien de quelque chose, voire quand je suis enthousiaste, tu peux être sûr et certain que je le pense vraiment. Voilà, c'est pas pour faire plaisir. Par exemple, les capsules de Jérémy, le projet capsule de Jérémy, je trouve vraiment que c'est un projet super, je suis très fier d'être le parrain de ce projet-là. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille à l'occasion, puisque c'est des fictions sonores, donc voilà. Beaucoup de rediffusions sont disponibles sur YouTube. Si j'y pense, il y aura un lien cliquable, mais je n'y penserai pas, donc peut-être qu'il n'y aura pas de lien. On verra bien. Mais bon, on n'est pas là pour parler des capsules de Jérémy, on est là pour parler de Inside Mac, Denny Ely, parce que bien sûr, c'est son nom, évidemment, et c'est pas du tout bizarre de l'appeler comme ça. C'est aussi naturel que quand elle m'appelle Lynx, par exemple. Tout le temps, moi, ça fait 10 ans, des fois je l'appelle comme ça, je l'appelle au téléphone, je dis alors, Eny, qu'est-ce que tu racontes de beau? Non, ouais, bah, heureusement que c'est écrit maintenant mes conneries, parce que sinon j'utiliserais son prénom 3 fois sur 4. Voilà. Mais c'est une identité secrète, ça se respecte. Son petit côté Batman. Plus sur lui la semaine prochaine d'ailleurs. La semaine prochaine, énorme épisode sur Batman. Ça va être insupportable. Donc, avant de vous parler du livre, je vais donc vous parler de Denny. Je suis quelqu'un qui a peu d'amis. D'une part parce que je suis un gros con et que me parler est un défi, et d'autre part parce que je suis pas vraiment doué pour la conversation. Voilà, j'aime pas ce qui s'appelle le small talk en anglais, parler de tout et de rien, voilà, moi ça, je n'y arrive pas. Sauf que c'est un art indispensable pour pouvoir construire une relation avec quelqu'un. Et ensuite, on parle d'autres choses. Ensuite, on apprend à connaître plus les gens. Voilà, tu peux pas aller vers quelqu'un et lui dire « Bonjour, je m'appelle Alexis, quels sont tes rêves les plus ambitieux et tes pires peurs ?» Ça marche pas comme ça marche pas. Et ben ça a plus ou moins marché avec Eny, donc. Je vais pas raconter comment on est rentré en contact, parce que c'est un peu honteux. Pas honteux pour moi, hein, c'est vraiment, c'est honteux pour elle, je vous raconterai, sinon on n'est plus à ça près. Non, honteux pour elle. Et très vite, cette jeune femme est devenue l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Voilà. J'aime pas ce concept, si vous voulez, de meilleur ami, parce que l'amitié, l'amour, les sentiments d'une façon générale, c'est différent pour tout le monde, et puis c'est pas un concours, et puis c'est pas quantifiable, enfin voilà, j'aime pas ce concept de meilleur ami. Sinon tu commences à te poser des questions cons, genre t'aimes plus ta femme, ta fille ou ta mère? Cette question est débile, en plus de n'avoir aucun sens. Mais Eny est une personne qui a changé ma vie en bien, il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a un avant et un après elle dans ma vie. Voilà. Et c'est pas seulement quelqu'un que j'aime très fort, c'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle est très intelligente, elle est très très cultivée, et c'est un énorme boost pour l'ego de savoir que mon avis compte autant
pour elle. Alors après, elle a énormément de défauts aussi, voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça. Elle me fait lire des extraits de trucs qu'elle écrit depuis qu'on se connaît, et j'adore sa plume depuis le début. Elle a commencé à se faire connaître sur Wattpad, avec des histoires de cochonceté finalement, dont elle m'a épargné la lecture. Ces mots, pas les miens, mais qui marche super fort. Ce qui est très très drôle qu'elle soit fait connaître par ça. Bref, mais en ce début d'année, elle vient de sortir un thriller érotique. Je ne sais pas, les éditeurs se démerdent avec ça. C'est un thriller avec une dark romance dedans. Et attention, grande surprise, c'est une tuerie. Mais attendez, prenons un peu de recul, une seconde, parce que bon, il y a elle, voilà, mais il y a vous aussi. Il y a vous aussi, et j'ai une relation spéciale avec vous également. Et cette relation que j'ai avec vous implique que j'essaie d'être le plus honnête possible, voilà, et le plus franc possible dans mon retour. Donc j'ai essayé de faire abstraction de tout ce contexte, pour m'imaginer découvrir le livre sans connaître l'autrice. Ce qui est super dur, quand tu lis, si tu veux, le livre avec sa voix dans la tête, c'est pas vraiment évident. Mais très honnêtement, blague à part, très honnêtement, je pense vraiment qu'il est vachement bien. Alors c'est l'histoire d'Elea Campbell, une jeune femme qui a abandonné ses études d'art quand son père est mort, assassiné par un gangster notoire, Mac. Elle rejoint la police dans le but secret de retrouver Mac pour le tuer et lui faire manger ses couilles. Là encore, ces mots, pas les miens. Elle va très vite parvenir à infiltrer le réseau de Mac, mais là, elle rencontre Jay. Taillé comme un dieu grec, évidemment, tatoué de partout, un regard vert envoûtant, et vous connaissez la suite. Et pourtant non, vous ne connaissez pas la suite, parce qu'elle a réussi un truc que je croyais vraiment impossible, une dark romance qui fonctionne. Alors, un peu de recontextualisation, là encore, c'est ma 3e dark romance après 50 nuances et After. Voilà, donc la barre était là, si vous voulez. Mais, la dark romance, je pensais que c'était... je pensais que c'était comme les remakes les remakes de dessins animés... les remakes en prise de vue réelle de dessins animés Disney, si vous voulez. Je pensais que tu peux essayer autant que tu veux, tu peux te donner tout le mal que tu veux, c'est le concept de base qui est de la merde, qui est une mauvaise idée. Ça ne peut pas marcher. Et ben là, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne ? J'ai isolé 6 raisons pour lesquelles ça fonctionne bien. Donc isoler, finalement, c'est un bien grand mot. Mais vous voyez, j'ai cherché des raisons. Je me fous pas de votre gueule, j'argumente. Voilà, c'est concret, c'est solide. Grand 1, les 2 personnages principaux ont une personnalité. Une vraie personnalité, avec les qualités et les défauts. D'ailleurs, toute petite réserve, mais il faut ça, un peu, voilà. La plupart du livre est à la première personne, du point de vue d'Elea. Ok, normal, c'est le code du truc. Mais on a quelques chapitres du point de vue de Jay. Et je trouve que leur personnalité se ressemble un peu trop. Voilà, ils pensent un peu trop de la même façon. Mais là, franchement, c'est un peu du chipotage parce que je me sens pas légitime si je trouve pas des défauts. Voilà. En vrai, après Tessa et Hardin, si vous voulez, et après Anna et Christian, ça fait un bien fou d'avoir un couple avec de vraies qualités pour contrebalancer leurs vrais défauts. Ils ont des vrais défauts aussi. Et leurs défauts les mettent dans la mouise. C'est-à-dire que il y a la main de l'autrice au-dessus de l'histoire qui nous rassure. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est... Ils payent pour ça, pour leurs défauts. Le caractère obsessionnel d'Elea, j'ai envie de dire la lâcheté, l'indécision de Jay, enfin voilà, ils payent pour ça. Et en même temps, tu comprends leurs mauvaises décisions. Elle a perdu son père, le seul parent qui lui restait. Lui est né dans la pègre, avec un code d'honneur à respecter depuis son enfance. Enfin voilà, ils sont faillibles, mais attachant. Ça fonctionne à ce niveau-là. Grand 2, leur attirance et les barrières qui font céder entre eux, cette progression-là est progressive. Voilà, cette progression est très progressive. C'est pas le coup de foudre au premier regard, si vous voulez. C'est l'envie de Ken, très très fort au premier regard. Ça oui, et ça j'y crois, ça c'est un truc, voilà, qui se peut. Non, sans rien, voilà. Je crois aussi au coup de foudre. Mais pour justifier un rapprochement entre 2 personnages qui ne devraient pas se rapprocher, il faut plus, quoi. Il faut plus que... c'est le coup de foudre, voilà. Et l'attirance physique, voilà, c'est évident comme solution, quoi. Ils se voient, ils ont envie de se choper très très fort, mais ils peuvent pas. Lui, pour des raisons qui sont dans le livre et qui spoilent. Elle, parce que c'est une flic sous couverture et qui fait partie d'un gang, qu'elle essaye de décapiter en plus. Donc oui, elle a très envie, mais... attention quand même. Elle a envie, mais il faut pas. Sauf que c'est son enquête et qu'elle doit rester dans sa périphérie à lui. Et lui, pareil, il est attiré, mais il peut pas pour d'autres raisons. Et à force de se tourner autour et de s'attirer, il commence à... Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai sifflé. Arrête d'improviser. Ils commencent à s'apprivoiser les deux, à se connaître. Et comme c'est un univers violent, ils ont des occasions de se rapprocher de façon très intense et très intime. Et donc petit à petit, qu'est-ce qu'ils se dévoilent ?
et tombe amoureux. Progressif. Logique. Grand 3. Alors, je les ai à peu près rangés par ordre d'importance, mais vous allez voir, celui-là, ce point-là, je pense qu'il est troisième, mais il me semble quand même très important. Ce n'est pas le seul sujet du livre, la romance. Souvent, quand tu lis une romance, je pense aux 2 livres de la semaine dernière, par exemple, tu te dis, mais il se passe autre chose dans leur vie ou dans la vie des gens qui les entourent parce que... Alors oui, en général, oui, ils peuvent pas être de mauvaise foi non plus, il se passe d'autres choses, mais franchement, tu sens que ça n'a aucun intérêt pour l'autrice, quoi. C'est une des qualités de Twilight, par exemple, le premier chapitre de Twilight, Fascination. Tu sens que les choses autour des protagonistes importent aussi. Mais pour l'autrice, en général, dans les mauvaises romances, tu sens que c'est du remplissage entre deux scènes de romance, quoi. Que là, non. Là, toute la partie thriller est autant, sinon plus importante que l'histoire d'amour. Non, pas plus importante, elle est aussi importante. En fait, chacune des 2 facettes nourrit l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Le thriller serait moins piquant, on va dire ça comme ça, sans l'histoire d'amour, et l'histoire d'amour serait inintéressante sans le thriller. Inintéressant. Si, manquerait d'intérêt, quoi. Grand 4. Ce point-là, c'est le point qui m'emmerde. Quand elle me dit qu'elle a écrit son livre en un mois. Vraiment, ça me gonfle. Parce qu'il y a une maîtrise incroyable dans l'équilibre de l'ambiance. Elle a parfaitement réussi à inspirer le sentiment qu'elle voulait. C'est-à-dire que on se sent à la fois très à l'aise dans la lecture, très confortable. Il y a un vrai effet cocon, quoi, un peu. On est avec des gens qui sont polis, qui sont doux, qui ont presque tous un bon fond. Bon, la plupart d'entre eux, en tout cas, on a envie de rester dans la lecture parce qu'on est bien, quoi. Et en même temps, le suspense est là. Le danger est là. Tout peut basculer très vite. Quelqu'un peut mourir sans crier gare. T'as envie de rester aussi parce que t'es tendu. À la fois pour l'histoire d'amour, tendu. Bon, à la fois pour l'histoire d'amour. Quand est-ce qu'elle va réussir à le faire céder, quoi? Quand est-ce qu'elle va réussir à faire céder ses barrières? Mais aussi pour le thriller. Est-ce qu'elle va trouver l'assassin de son père? Et surtout, parce que est-ce qu'elle va trouver l'assassin de son père? Bien que oui. Mais à quel point elle va se faire du mal en cherchant la réponse à cette question? Il y a un équilibre entre ça, entre le cocon et le danger, qui est dingue. Moi, je lui ai dit, ça m'a beaucoup rappelé Breaking Bad dans l'ambiance. T'as cette notion de danger confortable. Voilà, dans Breaking Bad et dans Inside Mac. Grand 5. On en parlait la semaine dernière, je vous disais, dans les mauvaises romances, les personnages secondaires n'ont aucun intérêt. Ici, ce sont des personnages secondaires Disney, c'est-à-dire que c'est eux qui apportent tout le relief au récit. Je peux même pas garantir que Elea et Jay soient dans le top 5 de mes personnages préférés. Non, si, top 5 quand même, si j'exagère. Mais je peux pas garantir qu'ils soient tous les deux dans le top 3. Voilà. Parce qu'il faut laisser de la place pour le Baron Rouge, pour Blind, et pour Moira, cette chère Moira. Je vais vous parler un peu d'eux. Le Baron Rouge, c'est un gars qu'on voit dans 2 passages du roman. Et dans ces 2 passages, il bouffe tout le roman, toute l'atmosphère. Il y a que lui. Franchement, c'est peut-être mon personnage préféré. Blind, il m'a un peu rappelé Archibald dans la saga de la Place Miroir. C'est un voleur, ami du clan de Jay. Et Moira, c'est la petite sœur de Jay, et elle est adorable. Beaucoup trop pure, si vous voulez, pour ce monde-là, pour le monde dans lequel ils évoluent. Et j'ai dit à Annie, je lui ai dit que si elle lui faisait du mal à Moira, dans ce tome ou dans le tome 2, plus jamais je lui parle. Elle est prévenue. Et enfin, dernier point, mais là, je peux moins me porter garant sur ce point-là, parce que c'est affaire de sensibilité, et c'est très subjectif, mais le style est génial. Je le dis comme je le pense. Je veux dire, d'une part, il y a des petites saillies de cynisme très grinçant, qui lui ressemblent beaucoup. Cynisme très grinçant et très rafraîchissant de temps en temps, mais le style en général, si vous voulez, est très accessible, très fluide, et de temps en temps, tu vas avoir une super tournure de phrase, une formulation très bien sentie, comme ça, de nulle part, voilà. Genre son écriture, c'est... Imagine un gars, voilà, il fait du vélo, voilà, il roule, il sait conduire, hein, voilà, il roule, pas de problème, et d'un coup, il va te faire un backflip, sans élan, sur son vélo, parce qu'il peut, il en a rien à foutre. Bah, le style d'Annie, si vous voulez, c'est ça. Parce que dans ce livre-là, elle s'amuse, si vous voulez, elle joue. Alors, elle s'investit, hein, attention, je dis pas qu'elle fait n'importe quoi, elle joue sérieusement, voilà, mais... Elle joue. Ça parle gros pistolet et gros clito, c'est rigolo. Mais elle joue aussi avec les mots. Et ça, c'est un jeu auquel elle adore jouer, et ça se sent. Si un jour le livre est édité avec un bandeau rouge à la con, je déteste ces bandeaux là, un bandeau autour de la couverture là, faudra mettre dessus, ça parle de pistolet, ça parle de gros pistolet et de gros clito, c'est rigolo. Voilà, je suggère ça. Signé un youtubeur anonyme, foutez pas ma tête à côté. Bref. Là encore je dis, on te pour elle, pas pour moi. Bref, voilà, le bouquin vient de sortir. La suite devrait sortir au printemps. J'ai très hâte parce que celui-ci se termine sur un cliffhanger et pas piqué des hannetons, comme plus personne ne dit. Ça fait 10 ans que j'attends de le lire ce bouquin et il a comblé toutes mes attentes. Donc je vous le recommande très chaudement, mais à ce stade-là, voilà, vous avez compris. Un public averti tout de même, hein. Il y a un peu de torture, il y a pas mal de kiki dans cette histoire.
La version alternative du bandeau rouge. Il y a un peu de torture et pas mal de kiki dans cette histoire. Bref, très très chaude recommandation. Voilà, c'était le deuxième épisode du Quoi Lecture de janvier. Merci à toutes et tous pour votre attention. Un remerciement particulier toujours à mes Plectrions de niveau 3 et plus qui me soutiennent sur Patreon. Vous-même vous sachez, Pseudo34, Araben, Chamino333, Nespad, Picobooks, elle est là, coucou, encore désolé, Myst, Xexilia, GZ qui est également là, Anamorphose et Damnatio 117. Merci beaucoup à vous. Et on se laisse avec la question de la semaine, comme toutes les semaines, en l'occurrence. Et vous avez des proches qui écrivent? Est-ce que vous voulez nous partager ça dans les commentaires? Sur Wattpad, peut-être, d'ailleurs, ça fait connaître sur Wattpad Eni. Voilà, elle me l'a dédicacé à Link the Sun sans S, hein, cette connasse. Bref, donc voilà, moi je pourrais pas y jeter un œil malheureusement à ce que vos proches écrivent, j'ai pas le temps, mais d'autres pourront regarder, c'est ça qui est bien avec internet, on trouve toujours quelqu'un pour s'intéresser, voilà, donc n'hésitez surtout pas, partagez tout ça, et d'ici la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous demain sur Twitch, vous savez comment ça marche, et sinon, dimanche prochain, où d'ailleurs le replay du live Twitch sera disponible dans les commentaires dès que le replay sera disponible, et sinon voilà, dimanche prochain, où une fois n'est pas coutume, on parlera de comics, en l'occurrence de Batman. Nul. Arrête d'improviser. Bonne fin de journée à tous et à toutes et à la prochaine. Ah, ciao.